Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour cette émission Votre question, ma réponse. Aujourd'hui, nous allons explorer la question de Laurence qui porte principalement sur la maladie, sur le sens de la maladie, sur la guérison, sur les différentes façons d'appréhender cette information, cette maladie, et les voies de résolution, et aussi parler de la mort par votre conséquence. C'est une question qui a été portée par beaucoup d'ailleurs, parce qu'évidemment elle revêt une dimension, là pour le coup, universelle. Alors évidemment, on va explorer cette question dans le contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire celui de chercheuses et chercheurs de vérité. On n'est pas dans un contexte thérapeutique ou dans le cadre d'une consultation médicale, même si effectivement ces contextes-là, si je puis dire, ont toute leur place dans l'expérience humaine, mais ce n'est pas l'endroit qui nous concerne aujourd'hui. Alors, cette thématique de la maladie, de la guérison, va déjà nous amener à nous poser la question de ce qu'est la maladie. Alors bon, tout le monde sait ce que c'est la maladie, dans le sens large du terme. Vous avez tous et toutes expérimenté à différentes échelles la maladie, dans votre enfance, dans peut-être votre vie actuelle, autour de vous, il y a peut-être des gens malades qui sont atteints dans leur chair par une maladie, par un cancer ou que sais-je. La maladie est recensée, elle est étudiée d'un point de vue scientifique. Mais en définitive, on peut se dire, c'est quoi cette maladie? Quelle est cette chose qui survient à notre existence à un moment donné? Quelle est-elle? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Alors déjà, on peut voir que la maladie, eh bien, c'est une information qui apparaît à notre champ de conscience, qui nous indique une situation particulière, situation qui peut être passagère, chronique, qui peut amener potentiellement à une invalidité ou à on va dire même une dévastation de la structure corporelle. Alors, cette information auquel on a accès, eh bien, chacun y répond de la manière qui lui convient, qui lui sied. On peut très bien, suite à la réception de cette information, quand eh bien, l'information, le symptôme se manifeste, faire appel eh bien, à une aide ou un soutien médical, à des conseils autour de soi. C'est tout à fait envisageable. Et c'est d'ailleurs la manière de procéder essentiellement donc, observée dans le commun des mortels. Alors, toutes maladies, principalement, sont appréhendées dans un contexte humain dans lequel eh bien, on voit une cause et puis une conséquence avec les différentes voies possibles dites de guérison. On dit tiens, si ceci, donc cela, avec des comportements dits à risque ou des comportements qui favoriseraient cette fameuse guérison. Alors, cette notion de maladie se met forcément en relation avec l'idée de santé. On sort là d'une période de début d'année où beaucoup d'êtres humains se souhaitent des vœux, et l'un des vœux principaux qui apparaît dans cette période, c'est celle de se souhaiter une bonne santé. Donc une bonne santé, c'est quoi finalement dans cette optique-là? C'est une situation corporelle dans laquelle eh bien, il n'y a pas d'information de ce type-là. Il n'y a pas d'apparition d'un symptôme particulier qui aurait pour conséquence eh bien, de pénaliser l'intéressé dans sa vie de tous les jours, sa vie quotidienne, dans sa mobilité, et ainsi de suite. Donc, on peut opposer maladie d'un côté et bonne santé. Alors après, on peut aussi s'interroger sur
la chose suivante. Est-ce qu'une absence de maladie, donc une absence d'information manifeste remontant à la conscience, nous signalant eh bien, un dysfonctionnement, une dissension, est-ce que ça, c'est la bonne santé? Est-ce que l'absence d'information ou d'information manifeste est un signe de bonne santé? Vous savez tous qu'il y a des personnes membres qui ne veulent pas, entre guillemets, être examinées ou qui ont peur de côtoyer, par exemple, un médecin ou d'avoir une consultation parce que la perspective qu'on leur détecte une maladie, par exemple, les effraie davantage que celle de la maladie elle-même, de tomber malade. Donc, il y a aussi cette posture qui est celle, entre guillemets, de se croire en bonne santé, simplement en regardant ailleurs. Alors, on est dans un monde relatif, où globalement, l'être humain va évaluer sa santé par rapport aux gens autour de lui. C'est-à-dire que vous savez bien que la bonne santé d'aujourd'hui n'est pas forcément la bonne santé dans un siècle, tout comme il y a peut-être 80 ans, quelqu'un qui avait 70 ans était un vieillard, et vous preniez au Moyen-Âge, une personne de 40 ans était en fin de vie. Donc on voit bien que cette idée de santé est contextuelle, c'est un rapport à une époque, à un mode de vie, à un niveau de vie, à une faculté d'accéder à des soins en particulier, c'est aussi un rapport à une connaissance plus fine peut-être du corps et des différentes voies thérapeutiques, et ainsi de suite. Donc on peut se considérer en bonne santé par rapport aux autres, c'est-à-dire, tiens, les autres, à mon âge, ont ceci ou ont cela, moi je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas de, je sais pas quoi, je n'ai pas d'hypertension, je n'ai pas de cholestérol, je n'ai pas de diabète, je n'ai pas de cancer, je suis donc en bonne santé. Et cela peut être, entre guillemets, validé par la science qui a établi en quelque sorte une norme aujourd'hui, avec un certain nombre de chiffres qui se rapportent eh bien, donc des mesures, des choses observables dans le corps sur justement la tension, la composition du sang, ainsi de suite, la mobilité, et on va déterminer si lorsque vous rentrez dans cette norme, vous êtes en bonne santé. Alors, sachant que, encore une fois, pour déterminer cette bonne santé, il faut une référence, en quelque sorte. Il y a bien un point de référence qui a déterminé une sorte d'adéquation entre là, ce qui est observé et puis ce qui est la référence. Alors, qui détermine cette référence? Qui dit que, par exemple, il est normal, dans cette norme, qu'à partir de tel âge, la vue baisse, qu'il y ait une décroissance des capacités, que la mobilité se réduise, que les neurones commencent à disparaître, qu'il y ait une sorte de dégradation de toutes les fonctions cognitives, et ainsi de suite. Bon. Pour que cette bonne santé, cette santé, soit identifiée, effectivement, il faut prendre un point de référence. Sachant que ce point de référence, il est contextuel, il n'est pas gravé dans le marbre. Si, en quelque sorte, on vous déplace dans une autre époque, peut-être que vous seriez considéré comme très malade, parce que une sorte de force physique bien moindre que celle de vos contemporains, ou alors vous seriez peut-être considéré en meilleure santé, parce qu'à l'âge qui est le vôtre aujourd'hui, d'autres, dans une autre époque, eh bien, sont quasiment à l'article de la mort. Donc on voit bien que cette idée de santé n'existe pas en valeur absolue, en tout cas dans la conception humaine, mais c'est une valeur relative. Donc tout ça nous amène à nous poser la question, n'existe-t-il pas en moi une idée, une information relative à une santé qui est
là, en valeur absolue, c'est-à-dire qui m'enseigne sur quelque chose qui est infiniment plus vaste que des observations là contextuelles, qui me parle d'un état d'être corporel qui peut-être surpasse tous les conditionnements actuels qu'on peut là partager en surface avec les uns et les autres. Vous savez, les enfants, quand ils sont en bas âge, ils ont le sentiment, pour la plupart, d'être éternels, d'être immortels. C'est la raison pour laquelle ils sont dans cette intrépidité parfaite qui souvent effraie les parents, qui vont les retenir. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne va pas courir dehors comme ça, et, tu vas attraper la mort, tu vas attraper la crève, ainsi de suite. Donc, on voit bien que le rapport, finalement, en tout cas l'information de cette puissance-là chez l'enfant, elle est immédiatement accessible. Et puis que peut-être, au fil des années, elle a tendance à décroître. Encore, l'adolescent va expérimenter plein de choses parce qu'il a le sentiment de sentir cette santé en lui qui est là, qui est disponible, qui est presque inaltérable. Et donc, il va s'autoriser en quelque sorte des expériences que peut-être 30, 40 ans plus tard, soit il va regretter, soit il va s'interdire. Alors, on est là, avec ce corps dans lequel eh bien, la conscience s'incarne. C'est-à-dire quoi s'incarne? Une sorte de mariage de l'esprit et de la chair. Et plus les années passent, on peut dire, plus le souvenir de l'origine, d'une sorte de perfection, eh bien, a tendance à disparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a cette somme d'influences autour de soi. Eh bien, très rapidement, on voit des gens qui tombent malades, qui s'amoindrissent, qui nous renvoient une information de faiblesse, de déliquescence, de mort aussi, de souffrance, de douleur, ainsi de suite. Bref, une défaillance dans le corps. Alors, on peut se dire, tiens, mais est-ce que c'est pas le fruit de cette imprégnation, de cette influence qui fait que nous aussi, on peut avoir tendance à adhérer à cette image-là, et que peut-être si on avait grandi sur une île non pas déserte, mais peuplée de personnes qui, elles, manifestaient une sorte de santé parfaite au sens spirituel du terme, sans jamais produire de maladie, ne serions-nous pas, nous aussi, eh bien, influencés par ça, et puis avec une perception de ce corps très différente. Vous savez qu'il y a une profusion de cas particuliers, de cas dits isolés dans ce monde qui défient en quelque sorte la science médicale, avec des guérisons spontanées, avec des cas, on va dire, inexpliqués, où là, la fameuse règle « si ceci, donc cela », qui est la norme, eh bien, est mise à mal. Vous avez des gens qui guérissent d'un cancer en phase terminale, des gens qui, du jour au lendemain, eh bien, retrouvent une capacité qu'ils étaient censés avoir perdue de manière définitive, et ça, vous en avez pléthore. Bon. Alors, il y a un choix qui a été fait, par la science en particulier, mais le commun des mortels aussi, c'est-à-dire de déterminer ces cas comme étant des exceptions à la règle. La règle est que si vous avez telle maladie, voici quelle est l'issue. Et si vous avez telle maladie réputée incurable, eh bien, si ceci, donc cela, ça vous conduit inéluctablement à la mort. Sauf que, force est de constater qu'il y a une multitude de personnes qui désobéissent à la règle. Alors, on va appeler ça des miracles ou des cas inexpliqués. Alors, que fait-on de ces cas inexpliqués? Que fait-on de ces miracles? Que fait-on de ces cas dits isolés? Bon, vous avez deux possibilités. Soit effectivement d'obéir à la règle qui dit si ceci, donc cela, c'est comme ça, c'est la science, c'est la force de la masse, c'est la force du nombre par rapport aux exceptions.
Soit vous vous dites, tiens, comment se fait-il que j'ai accès à ces informations qui viennent contredire de manière ponctuelle cette règle, et que je fasse le choix de privilégier la règle, la masse, plutôt que ces sortes d'étincelles dans l'obscurité. Alors encore une fois, c'est un choix, vous avez tout à fait le droit d'adhérer, si je puis dire, au mainstream, au courant principal, au détriment de toutes ces personnes, ces êtres qui, tour à tour, ont manifesté de manière ponctuelle, eh bien, autre chose. Alors on va dire qu'il y a la règle horizontale, qui est celle de, voilà, on obéit à la règle, et puis il semble y avoir une règle verticale, quelque chose qui transcende les pronostics les plus pessimistes. Alors d'où ça vient, quoi? Comment se fait-il que certaines personnes manifestent ce qu'on appelle une maladie, donc une information qui apparaît dans le corps de manière significative et qui est censée donc conduire à une dégradation irrémédiable du corps, et qui pour autant, eh bien, recouvre un état, on va dire, corporel qui, là, a transcendé l'information, donc a fait disparaître cette information. En outre, là, il y a deux facteurs qui s'ajoutent très souvent. Il y a celui de on va dire, la spontanéité de la guérison, c'est-à-dire quelque chose qui apparaît de manière, on va dire, rapide, de manière, en dehors du temps, quasiment. Et puis le fait que bien souvent, ces personnes avaient comme abandonné le soutien, en tout cas la recherche d'un soutien médical. Et donc, il y a une sorte de guérison qui s'obtient dans un temps court et sans aide, on va dire, horizontale, sans aide autour de soi. Quelque chose qui donc semble venir d'ailleurs. Alors ça pose évidemment un problème, ces exceptions, parce qu'elles créent des précédents. Et un précédent, c'est une information qui n'existait pas a priori avant, ou alors dont on n'a pas connaissance. Là, vous avez le choix. Vous avez le choix de dire, tiens, ce sont des cas isolés, donc qui sont séparés de l'humanité, coupés des autres, et donc moi je me sens plus relié avec, avec le plus grand nombre, avec ce qui semble être la règle générale, ou alors, eh bien, j'arrête de croire en cette isolation de ces cas, j'arrête de me sentir là, dans ce grand bain de la règle principale, et puis je vais me relier à ces cas qui sont dits isolés. Et là, c'est pas rien d'appeler ça des cas isolés, ça veut dire que l'information que ces personnes portent et véhiculent n'est pas transmissible aux autres. Alors que vous savez bien que là, on a quand même passé des années à parler de la transmission potentielle de maladies, de virus, ainsi de suite, et que donc on se méfie en quelque sorte de cette transmission parce qu'il faut, etc., faire en sorte de ne pas être impacté par les uns et les autres. On en parlera encore après. Mais puisqu'il y a une sorte de contagion là, possible, une contagion par la maladie, un virus, ce que vous voulez. Il peut donc y avoir aussi une contagion par le miracle, par la guérison spontanée. Vous pouvez très bien se dire, tiens, moi j'ai envie d'être contaminé par tous ces miracles-là qui ont lieu dans le monde. Je m'y relie en conscience, et puis leur virus de lumière, là, eh bien j'ai envie de le choper. Je vais comme là faire tomber tous les gestes barrières, tous les confinements qui me séparent de tous ces cas isolés, de tous ces miracles-là qui ont lieu de par le monde, et je me laisse contaminer par ça. Que la contagion ait lieu avec tous ces gens-là. Vous pouvez faire le choix, bien sûr, et il
Là-dedans, chacun fait ce qu'il veut. De craindre en quelque sorte une contagion par la grippe de l'un, le virus de l'autre, tout ce qu'on veut. Vous savez, beaucoup de personnes qui, parfois, elles ont, je sais pas quoi, un gros rhume, puis on vous dit, ah non, mais je te fais pas la bise parce que, voilà, je suis malade. Avec cette idée de, ah oui, donc je vais, si on s'approche trop l'un de l'autre, eh bien, je vais te transmettre ma maladie. Mais c'est aussi là croire que cette transmission, elle se fait que toujours dans le sens de la perte, de l'agression. Mais pourquoi il ne peut pas y avoir, dans ce cas-là, si c'est transmissible, l'information, puisque la maladie est une information, l'information du miracle, de la guérison spontanée est aussi transmissible. Et on n'a pas besoin de faire la bise à celui ou celle qui a vécu un miracle pour recevoir l'information. Il faut simplement s'y ouvrir, s'y autoriser. Et c'est un choix. C'est un choix. Soit vous prenez en compte la force du groupe, c'est-à-dire, voilà, tout le monde dit que si ceci, donc cela, si on chope telle maladie, voici comment ça va évoluer, ainsi de suite. Soit vous dites, ok, qu'est-ce qui me retient de m'ouvrir, d'être contaminé, d'être dans cette contagion-là, vibratoire, avec tous les êtres qui ont, chacun dans leur domaine, dans leur partie, manifesté, eh bien, une exception à la règle. Qui, effectivement, guérit spontanément d'un cancer, qui d'autres, étant percutés par un véhicule, retrouvent l'usage de ses jambes alors que la moelle épinière est touchée, et ça, à l'infini. Vous avez une infinitude de cas dits particuliers, et qui sont, là, pour le coup, même, vous dire, appuyés par la science, qui nous dit, voilà, ça n'a pas d'explication. Bon. Alors, ce choix de l'ouverture à ces cas particuliers, c'est aussi se dire, tiens, peut-être que moi aussi, j'ai ma pierre à porter à l'édifice, non pas que je vais appeler à moi une maladie particulière pour en guérir, mais qui me dit que je ne porte pas aussi une partie du patrimoine humain qui s'est transmis de génération en génération et qui est porteur de failles, de diminution, d'altération, et ainsi de suite. Parce que, encore une fois, lorsque la conscience prend corps, si je puis dire, elle prend dans ce corps-là un patrimoine, un héritage. Vous savez bien que, alors effectivement, il y a ce fameux patrimoine génétique avec parfois ce qu'on appelle des maladies héréditaires. Mais la vraie maladie héréditaire est de celle de croire que l'on est obligé d'obéir à la règle qui dit si ceci, donc cela. Vous pouvez avoir dans votre élan intérieur le sentiment que votre chemin passe par la transformation de toutes ces informations qui sont contenues dans ce corps. Vous savez, encore une fois, là, quand on parle de santé, beaucoup de personnes se disent être en bonne santé parce qu'elles, aujourd'hui, ne sont pas mises en contact avec une information disant qu'il y a une maladie. Alors, est-ce que la bonne santé est une absence, correspond à une absence de maladie, ou alors c'est plus vaste que ça? Est-ce que quelqu'un qui ne présente aucun signe particulier de maladie est en bonne santé s'il a peur d'être contaminé par le rhume du voisin, s'il a peur de s'exprimer en public, s'il garde en lui une rancœur depuis 20 ans, s'il est jaloux de son voisin, s'il est envieux de ses amis, s'il a peur de manquer, et ainsi de suite. Et que cette personne est en bonne santé? Est-ce que l'absence là d'informations qui apparaîtraient dans le champ de la norme est preuve d'une bonne santé?
Donc, là aussi, vous devez vous poser la question, quand on dit, tiens, je souhaite à quelqu'un une bonne santé, ou j'espère être en bonne santé, ne pas être malade, de quoi s'agit-il? Ne pas être malade, est-ce simplement ne pas recevoir d'informations vous disant que vous avez, voilà, en quelque sorte, votre corps qui stimule une information peut-être dite inquiétante? Est-ce que la santé n'est pas quelque chose de plus vaste, qui serait une sorte d'adéquation, de mise en cohérence avec une idée beaucoup plus vaste qui appartient, on va dire, à votre être éternel, qui transcende toutes les limitations actuellement acceptées par le commun des mortels? Est-ce qu'il n'y a pas une santé plus vaste que celle simplement décrite dans les en tout cas, communément admise? Quand on arrive dans ce monde, effectivement, on prend pour soi tout ce qui a été accepté par nos prédécesseurs. Notamment cette idée d'obsolescence programmée. Vous savez, ça nous amène à toutes ces activités que l'humain va en quelque sorte déployer pour préserver sa santé, ou alors l'améliorer, ou pour la garder. Moi, de mon point de vue, je vous dis que tout ce qui est voilà, la nourriture, manger bio, respirer sain, l'activité physique, et ainsi de suite, ça correspond, on va dire, à 20% peut-être même 10% de ce qu'on appelle le maintien ou la conservation de la santé. Parce que la santé véritable, elle n'a que faire des activités, là, proprement dites, qui sont censées maintenir ou préserver la santé. D'abord parce qu'on se rend bien compte que malgré tous les efforts produits, malgré tout je sais pas quoi, la nourriture saine et ainsi de suite, d'abord d'une, ça n'empêche aucunement les dites maladies de survenir. Bon, ça n'empêche pas une décrépitude de s'installer progressivement dans le temps et toutes les pathologies du vieillissement de se manifester. Donc on peut dire, bon, ok, c'est très bien, mais bon, peut-être pas suffisant. En tout cas, quand je dis suffisant, c'est pas suffisant pour transcender la condition humaine. Et puis vous avez tellement de contre-exemples, ou de très grands sportifs, ou des gens avec une vie particulièrement saine, qui meurent à 40 ans d'un cancer du côlon, ou qui, entre guillemets, ne font pas de vieux os. Donc, là, encore une fois, là, il y a toutes ces exceptions à la règle qui, finalement, peuvent mettre l'humain en déroute, mais finalement, à quoi bon? Alors, parlons un peu, finalement, de ce sport. Parce qu'une question m'a été posée sur le sport, l'activité physique. Est-ce qu'elle a un sens dans un mouvement d'évolution, d'ascension? À quoi ça sert le sport? Eh bien, vous savez, c'est un peu comme tout le reste. Le sport, ça dépend comment vous le faites, l'activité physique. Vous pouvez prendre le sport comme un dialogue. Un dialogue entre la conscience et le corps. C'est-à-dire que le corps contient un certain nombre d'informations, dont certaines sont dissonantes, sont souffrantes, sont comme cristallisées dans les cellules et sont en quelque sorte des réceptacles à maladie, à quelque sorte qui sont des informations en substance prêtes à se déclencher, soit dans le temps, parce qu'on va considérer qu'à partir de 18 ans, il est normal qu'il y ait une chute progressive de toutes les facultés dans tous les domaines. Et donc, il y a effectivement cette conscience qui peut aller à la rencontre de ces informations pour dialoguer. Alors, effectivement, l'activité physique est un bon moyen de dialoguer avec le corps, c'est-à-dire de rentrer en contact, en relation, et puis d'être dans cet échange-là à travers le ressenti corporel qui peut donc faire remonter des sensations particulières
ou de limitation, d'essoufflement, de douleur, de raideur, tout ce que vous voulez. Et là peut s'instaurer un dialogue. Alors, quand je dis dialogue, c'est dialogue. Vous avez beaucoup de sportifs qui ne dialoguent pas avec leur corps, mais qui lui ordonnent de produire des performances. Donc, c'est-à-dire, c'est un comportement dictatorial dans le corps, avec une mise à mal, c'est-à-dire avec, on va rajouter en quelque sorte une douleur supplémentaire, avec la perspective bien souvent de la blessure ou du surentraînement. Vous avez des personnes qui font du sport de manière machinale, c'est-à-dire qu'on rentre le soir après le travail et puis on va se mettre sur un tapis de course devant un écran de télé. Et puis, donc là, en fait, de dialogue, il n'y a pas puisque on est comme omnibulé par autre chose. Et puis, donc, on fait semblant de parler au corps, mais en fait, c'est la bouche qui là, fait simplement des mouvements, mais sans le son. Donc, bon, on va dire, c'est mieux que rien, peut-être. Et encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais simplement, là, dans la direction qui est la nôtre, si l'on souhaite transcender les informations qui sont dans le corps, ça suppose d'y prêter une oreille attentive. Qui dit dialogue, dit qu'on écoute l'autre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de répétition. Si votre activité physique ou votre séance de sport, elle est calibrée, lundi c'est ça, mardi c'est ça, mercredi c'est ça, et c'est une sorte de routine là dans laquelle vous n'êtes finalement pas impliqué, mais c'est une obligation que vous fixez pour être en forme de quoi d'ailleurs on ne sait pas, il n'y a pas de dialogue non plus. En fait, et encore une fois, c'est ok, il n'y a pas de souci là-dessus, mais si vous voulez un dialogue, eh bien, il faut qu'il y ait une nouveauté, que vous soyez neuf dans la relation à chaque instant. Si vous convoquez votre ami pour une rencontre, une relation, mais que vous lui racontez toujours la même chose, lundi, mardi, mercredi, etc., au bout d'un moment, il va se lasser. Il y a peu de chances qu'il vous partage eh bien, son ressenti et puis son fort intérieur. Et si on prend le sport ou l'activité physique comme ce dialogue, eh bien, on s'apprête à dialoguer. Tiens, je vais rentrer en relation profonde avec ce corps. Le temps particulier de cette séance de sport ou cette activité physique, ça peut être une marche dans la forêt ou que sais-je. Et puis, je vais écouter. Je vais écouter, c'est-à-dire je vais répondre, il va me parler, je vais lui répondre, et ainsi de suite. Je vais écouter l'ensemble des informations qu'il tend aujourd'hui à me partager et je vais tenter d'y donner la réponse la plus élevée qui soit. C'est sûr que si vous, là, vous faites un peu, je sais pas, un peu de course à pied et que quand vous sentez, je sais pas, un essoufflement ou une douleur musculaire, la réponse que vous donnez, c'est « Ah bah dis donc, je me fais vieux ou il faut que j'arrête la raclette et les frites », bon, on n'est pas dans le dialogue. Là, on est dans la correction, on est finalement dans une sorte de réponse mécanique à une information qui est présentée. Vous pouvez dire, tiens, la réponse horizontale à l'information qui est donnée par le corps, effectivement, c'est, bon, bah, si ceci, donc cela. Tiens, j'ai du mal à faire ci, ou j'ai une certaine difficulté à faire cela, que préconisent eh bien, les spécialistes, ou que sais-je. Ou alors, vous dites, tiens, bon, quelle peut-être la réponse la plus élevée? C'est-à-dire, ben, tiens, j'arrête de tirer des plans sur la comète s'agissant des informations qui remontent de mon corps, j'arrête de le valider, j'arrête de croire que effectivement c'est normal qu'à mon âge il se passe cela, c'est normal que en ayant monté 15 marches, eh bien mon cœur batte la chamade, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une adaptation progressive du corps à l'effort. Simplement cette idée de norme, il est normal que. Qui l'a fixé la norme? Est-ce que dans cette norme-là, il y a ce miracle-là dont on a parlé tout à l'heure? Est-ce que dans cette normalité, il y a toutes ces exceptions à la règle? Soit vous pouvez rentrer dans la voie de la normalité, la validation, l'information, soit vous dites, tiens, je peux la transcender. La transcender, c'est pas que vous faites quelque chose, c'est que vous remettez en question l'information que votre corps, eh bien, vous partage.
La remettre en question, c'est ne pas l'endurcir, ce n'est pas la graver encore plus profondément dans le marbre, ainsi que l'ont fait nos prédécesseurs. C'est dire, tiens, j'ai le sentiment à l'arrière-plan qu'il y a une vérité plus vaste que celle à laquelle eh bien, j'ai prêté allégeance. Et donc le sport, l'activité physique peut être une parfaite circonstance pour dialoguer avec ce corps. Parce que, bien sûr que le sport peut être pris dans plein d'autres directions, comme un faire-valoir, comme un besoin de reconnaissance, à travers des performances, pour avoir un corps a priori affriolant, ou qui fait envie, bref, pour susciter le désir, l'émoi, l'admiration, ainsi de suite, ou par peur de vieillir, par peur d'être dépendant, bref, il peut y avoir... La peur peut être la peur ou le manque peuvent être des motifs à produire des activités physiques, des corporelles. Et donc, on voit bien que c'est pas, il ne faut pas regarder ça en valeur absolue. Vous avez deux personnes dans une même salle de sport. L'un est en train de dialoguer. L'une est en train de dialoguer avec son corps. L'autre est en train de se préparer à entrer dans un mode de séduction vis-à-vis de ses collègues de travail. Et dans un sens, il y a un dialogue, et dans l'autre, il y a une injonction. Donc, on n'est pas du tout dans le même registre. Donc là aussi, vous avez la possibilité, à travers toute activité corporelle, d'instaurer un dialogue et d'écouter ce que votre corps a à vous dire. Vous savez, on dit, il y a la devise qui dit anima sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. D'abord, c'est plutôt l'inverse. C'est un corps sain dans un esprit sain. Vous voyez que l'esprit enveloppe le corps. L'esprit est cette espèce d'œuf là, sensible autour du corps. C'est la raison pour laquelle cette sensibilité, elle doit être aussi développée, parce que à quel moment finalement arrive on appelle la maladie? Elle n'arrive pas de manière comme ça spontanée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'information était disponible déjà dans le subtil, dans une version de soi beaucoup moins dense que le corps, que la cellule. Mais y a-t-on prêté attention? A-t-on déjà été dans ce dialogue auparavant? Parce que le dialogue dont on parle pour le sport, avec le corps physique, il existe dans tous les étages. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une disjonction, une incohérence, un déni de soi, un décalage entre l'être et puis l'expérience directe, il y a une information qui est révélée, qui signale cet écart, qui signale cette différence d'alignement. Alors, bien sûr que, étant pris dans ce tourbillon humain, très souvent, eh bien, on fait la sourde oreille et puis on ne prête pas attention à ça. Alors, cette information, elle n'a d'autre choix que de descendre dans les strates où, in fine, on va la prendre en considération. Alors, il semblerait que le corps soit la strate dans laquelle l'humain prête attention à cette information. Avant, très souvent, il passe à côté. Par contre, lorsqu'on lui annonce un cancer, une tumeur, là, il écoute. Là, il entend. Alors, bien sûr qu'il peut y avoir encore un déni supplémentaire. On fait semblant de ne pas écouter, de ne pas entendre. Et encore une fois, c'est un choix possible. Mais ne croyez pas que la maladie apparaisse ex nihilo, depuis le néant, directement dans le corps comme ça, de manière spontanée. Non. C'est une lente et longue progression du subtil vers le dense. Alors, est-ce qu'on peut modifier l'information lorsqu'elle est dans le corps? C'est-à-dire, est-ce que cette guérison est possible? Bien sûr, mais plus on laisse l'information apparaître dans les couches les plus denses, plus elle est difficile, par les voies, on va dire, horizontales, elle est plus difficile à modifier. C'est comme, on va dire, vous prenez un plan d'eau, vous faites dessus avec votre doigt, vous pouvez faire des mouvements sur le plan d'eau, c'est fluide, c'est très aisé à modifier, et lorsque vous avez sorti votre doigt de l'eau, eh bien, ça reprend sa forme initiale. Mais si on prend le corps qui est comme de la glaise,
Eh bien, dans cette glaise, si vous faites une trace avec votre doigt, est-ce que lorsque vous enlevez le doigt, la trace disparaît? Non, ça prend du temps. Il faut que la nature fasse son œuvre, qu'elle malaxe la terre, qu'il y ait de l'érosion, de l'humidité, pour que progressivement la trace disparaisse. Mais cette trace-là, elle a été en quelque sorte anticipée, elle a été préméditée, elle a été conçue bien en amont. Alors, ça veut dire que, vous savez, tout à l'heure on parlait des miracles. Le miracle, il n'a pas lieu dans la glaise. La glaise, c'est la conséquence. Ça veut dire que la modification, elle s'est faite à l'étage supérieur. Et effectivement, puisque cet esprit-là, cet esprit saint, eh bien, il impacte, si je puis dire, au final le corps, il peut y avoir cette transformation, cette guérison spontanée, effectivement, dans la matière. Mais si on se cantonne à l'étage corporel, parce qu'on ne veut pas entendre ce qu'il y a de plus subtil, on ne comprend pas le cheminement, et voire, eh bien, on attend que l'information nous soit là finalement plaquée sur le front à travers l'expérience corporelle. Effectivement, l'expérience est plus complexe. La peur finalement de la maladie est toujours une conséquence de la peur d'entendre ce qui est là évident d'un point de vue subtil. Tous et toutes, vous savez, vous avez vu autour de vous des personnes à qui on annonce une maladie grave et qui disent « Ah, je le savais ». C'est pas « je le savais » au sens où je sentais qu'il y avait un truc qui allait dans mon corps se déclencher. C'est quelque part, je savais que ma manière de vivre, ma manière de marcher en décalage par rapport à ma nature profonde, eh bien, tout ceci allait in fine engendrer dans mon corps des manifestations qui en sont, eh bien, la résultante. Et ça, cette sorte de sagesse-là, a posteriori, vous pouvez l'avoir en amont, c'est-à-dire, tiens, c'est quoi la bonne santé, la santé parfaite? D'une part, c'est pas l'absence de symptômes dans le corps, c'est une sorte d'adéquation croissante, de mise en perspective, un alignement entre cet être profond, cet être supérieur, et puis ce qu'on en produit, ce qu'on en fait au quotidien, la restitution, la circulation. Est-ce que tout ça est aligné? Alors bien sûr que, en ayant hérité d'un corps qui est déjà porteur d'informations dissonantes, eh bien on sent bien qu'il y a un décalage, c'est-à-dire que le corps résiste par les mémoires qu'il porte, à s'aligner à sa volonté supérieure. Donc tout le travail, tout ce dialogue permanent, cette écoute du plus subtil au plus dense, vise effectivement à écouter ces informations en résistance, informations en dissonance, et dire « Ok, je cesse d'adhérer à ça, je cesse de nourrir ça, et je m'ouvre à la survenue, à la descente d'une information de plus haute fréquence pour, en quelque sorte, remplacer celle existante. » Vous n'avez rien à faire en particulier, vous n'êtes pas allé chercher une information de lumière ou je sais pas quoi qui viendrait s'implanter dans votre corps. Vous n'êtes pas à tiens, je vais mettre de la lumière dans mon corps. Non, simplement à prendre conscience des informations existantes dans vos cellules, dans votre patrimoine, dans votre héritage, et dire est-ce que est-ce que je souhaite garder ce legs, garder ces croyances, garder cette idée de norme, conserver, entretenir, et puis donc transmettre toutes ces informations. Ou n'y a-t-il pas, au fond de moi, quelque chose qui m'indique la possibilité de laisser place dans ce corps à une information de plus haute fréquence qui amène à une transformation de cette nature corporelle. Alors, encore une fois, le processus dit de maladie, il y a parfois cette invitation forte qui est faite là, c'est d'un seul coup, on va dire, votre conscience supérieure qui ne se donne plus le choix de faire en sorte de transformer une information existante par une autre.
une information de plus haute fréquence. Alors, est-ce que ça veut dire que dans ces moments-là, pour autant, vous ne pouvez pas demander de l'aide, dire au corps médical? Mais sûr que non, il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de bonne et de mauvaise attitude là-dedans. C'est toujours de dire et l'un et l'autre. Encore une fois, lorsque vous voyez, quand c'est arrivé dans la glaise, avec la trace du doigt, bon, je veux dire, ça demande un effort considérable de lâcher prise, de décrochage par rapport à ce symptôme. Bien sûr que c'est très facile quand on est dans le monde de l'esprit, de changer d'opinion, changer d'avis. Dire lundi, vous voulez partir en vacances en Italie, mardi, oh non, j'ai changé d'avis, je vais aller en Irlande. C'est très facile de changer la formation quand elle est encore non incarnée. Mais quand vous avez une opinion qui s'est inscrite dans le corps sous la forme d'une tumeur, d'un cancer ou d'une pathologie réputée incurable, changer d'opinion, changer l'information, effectivement que c'est beaucoup plus compliqué. Alors, ça ne veut pas dire que c'est impossible, encore une fois, puisque effectivement, il y a toujours cette voie du miracle, qui est une voie verticale, mais simplement, comme ça s'est descendu dans la chair, eh bien, il se peut que votre conscience supérieure s'appuie là, dans ce processus de résolution, sur le corps médical pour soutenir le processus. Mais c'est là où ça se pose, est-ce que je m'appuie essentiellement, exclusivement sur ce soutien extérieur pour guérir, ou alors je sais que j'ai peut-être attendu trop longtemps, ou je n'ai pas suffisamment tendu l'oreille assez vite à l'information, donc comme quelqu'un qui réapprend à marcher, il utilise des béquilles. Eh bien, il n'y a pas de mal à utiliser des béquilles, sachant que tôt ou tard, il faudra les déposer. Eh bien, c'est un peu la même chose. Donc, lorsque l'on a peut-être attendu un certain moment avant d'écouter cette voix supérieure et que, paf, c'est tombé dans la glaise, on sait qu'il pourra être fait appel à un soutien, une aide médicale, mais que cette aide médicale est une béquille qui doit nous inciter à vouloir marcher. Marcher, c'est quoi? C'est se redresser, c'est être vertical, être debout, être dans cette incorporation d'une information qui transcende l'ensemble de ces aléas. Alors, dans cette notion de guérison, de maladie, il y a aussi cet aspect là de la vieillesse, c'est-à-dire on dirait une sorte de décrépitude qui apparaît, et on peut se dire, tiens, est-ce que la vieillesse est normale, naturelle, ou est-ce que c'est peut-être une sorte d'aléa? Vous voyez autour de vous, les gens ne vieillissent pas tous au même rythme, à la même vitesse. Déjà, en fonction des époques, je veux dire, encore une fois, vous dites tout à l'heure, à 40 ans, au Moyen-Âge, on était vieux. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui ont 75 ans, qui sont frais comme des gardons, et d'autres qui ont 45 ans, qui ont déjà brûlé une bonne partie de leur potentiel, leur capital. Alors, vous savez, il y a souvent cette idée de, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour rester jeune? Alors, à partir de quand, finalement, on est plus jeune? Rester jeune, c'est quoi la jeunesse? Ça dure combien de temps, la jeunesse? À quel moment on passe de jeune à vieux? C'est lorsqu'on vous le dit, c'est lorsque votre visage montre des signes d'âge, lorsqu'on vous appelle monsieur à la place de jeune homme, comment ça se passe? Est-ce que souvent on dit oui, l'âge c'est dans la tête. Ce serait bien si c'était dans la tête. Il semblerait que ça touche un peu toutes les strates de l'expérience humaine, et pas que la tête. Donc, on peut peut-être arrêter de se raconter des histoires et dire que l'âge, c'est aussi une information qui est là comme inscrite dans le corps, et qui, on va dire, à partir de la vingtaine, eh bien, qu'on le veuille consciemment
en tout cas, parle de mental ou non, et commence à faire son œuvre, si je puis dire, dans le corps. Est-il possible d'imaginer une existence dans laquelle il n'y ait pas de perte de capacités physiques, de capacités cognitives, des capacités sensorielles, tout le long? Et que, bien, lorsque l'expérience est arrivée à son terme, qu'on n'a plus besoin d'utiliser ce corps, et bien que ce corps soit rendu, soit, je veux dire, à la Terre, ou alors qu'il change de dimension. Est-ce que cela est imaginable? Si pour vous, non, pour moi, la vie sur Terre, c'est voilà, c'est arrivé, je ne sais pas quoi, jusqu'à la trentaine, après commencer à sentir, comme tout le monde, ce fameux comme tout le monde, qui ne veut pas dire grand-chose, des signes de décroissance et de décrépitude, vous avez le droit, c'est votre choix. Simplement, vous pouvez très bien aussi vous questionner dans votre être profond et vous dire peut-être il y a une autre voie qui est celle d'une déprogrammation, de cette obsolescence, et quelque chose qui est une espèce de renouvellement de la norme, c'est-à-dire à ramener du neuf, ramener de la nouveauté, là où les choses vieillissent, là où les choses s'usent, là où les choses sont dans un contexte spatio-temporel et deviennent comme démodées. Alors cette cure de jouvence, ce ralentissement de la courbe du vieillissement ou cette inversion de la courbe du vieillissement est possible, puisque ce n'est que de l'information. L'information, ça se modifie, tout comme on a parlé des miracles, là, ou d'une moelle épinière lésée, ok, il y a une information, mais on peut la modifier. Il y a un cancer, on peut le modifier. Et bien là, l'information qui dit, tiens, à partir de tel âge, il se passe ceci, on peut aussi le modifier. Alors, c'est pas une modification par la volonté ou par l'application de crème anti-rides le matin. C'est, est-ce que oui ou non, je valide les informations qui sont là, qui remontent de mon corps, dans ce dialogue permanent, dans ce que me renvoient autour de moi les gens qui se plaignent de leur vieillissement, de leur âge, ainsi de suite. Est-ce que je rentre dans ce jeu-là? Est-ce que je valide, comme la majorité, l'écrasante majorité de mes contemporains, je valide tous ces principes qui me sont là montrés et répétés? Vous avez toute la liberté pour laisser remonter les informations et puis dire non. J'arrête de nourrir cette information, j'arrête de l'entretenir, j'arrête de la valider. Ça ne veut pas dire que vous allez en mettre une autre à la place, c'est-à-dire que vous faites le choix de dire non, je ne sais pas ce qu'il y a à la place. Je ne sais pas ce que pourrait être un corps dans lequel, eh bien, il n'y ait plus cette sensation, je sais pas quoi, à partir de 45 ans, de moins voir, ou de moins entendre, ou d'être moins souple, moins agile, moins rapide, ou que sais-je. Mais quelque chose en moi dit que cela est possible. Si vous dites que c'est impossible, eh bien, cette impossibilité, vous devez la déployer sur tous les secteurs du corps, pas simplement ceux qui vous arrangent. Si vous dites, non, moi je crois au miracle, je crois que la guérison est possible, je crois qu'on peut guérir d'un cancer en stade 4, etc., mais que dans certains aspects du corps, s'agissant par exemple du vieillissement cellulaire, ben non, là, il n'y a rien à faire. Bien, vous entretenez une incohérence, vous entretenez une sorte de dichotomie. Alors, dans cette idée de contagion, il y a donc cette contagion possible avec, on l'a dit, toutes ces personnes qui manifestent des miracles, mais aussi vous pouvez être contaminé, enfin choisir d'être contaminé par tous les êtres qui vous semblent être préservés des affres du vieillissement. Vous savez, il n'y a jamais de fatalité là-dedans. Des fois, on dit, tiens, bah oui, je vois bien autour de moi, tiens, etc., à tel âge ceci, à tel âge on commence à être fatigué. Puis c'est un sujet assez crispant parce que, notamment dans les circonstances où l'âge est un facteur limitant, bah, par exemple, la durée du travail, de la vie professionnelle, dès lors qu'elle fait rentrer l'être humain dans une strate, en tout cas une époque
où il sent que son corps est beaucoup moins en capacité de lui permettre de vivre une vie dite épanouissante, et il y a une crispation. Non, je ne veux pas qu'on m'impose une activité particulière avec un corps qui, a priori, sera moins en capacité de le réaliser, etc., où je ne pourrai plus profiter de la vie comme je souhaiterais. Donc, on voit bien que ça crée des fortes crispations. On croit que ça vient des injonctions gouvernementales à travailler plus longtemps, ainsi de suite. En fait, ça, c'est pas ça. On va utiliser un décor extérieur, un doigt hors de soi, pour se révolter contre l'information qui dit, mais en fait, c'est pas que je voudrais pas que je veux que la retraite soit moins pas si tard, ainsi de suite. Mais au fond de soi, ce que veut l'humain, c'est pas ça. C'est pas qu'on décale d'un an ou deux l'âge de la retraite. Ce qu'il veut vraiment, c'est qu'à n'importe quel âge de sa vie, il conserve les mêmes capacités physiques et cognitives. Parce que qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, à tel âge, je serai moins en forme, je serai plus là pour voyager, ceci, et puis je vais être sourd, puis je vais être incontinent, puis je vais plus voir, et puis je serai fatigué, et puis bref, je vais pas profiter de la vie. Tirer profit de la vie. Mais si il était libéré de cette idée qu'il y a une déliquescence programmée, une obsolescence programmée, serait-il aussi crispé sur les circonstances du décor dans lequel il évolue? Bien sûr que non. Alors bien sûr que, là encore une fois, il y a une contamination collective, tout le monde se dit « Ah oui, il faut défendre notre ceci, il faut défendre notre cela ». Mais s'il y a bien une chose pour laquelle l'humain a bien du mal, si je puis dire, à se dresser, c'est pour lui-même, c'est-à-dire pour sa capacité à manifester une santé véritable. Là, c'est un combat d'arrière-garde que aller revendiquer effectivement du temps en plus. Du temps en plus dans un secteur de vie où la santé n'est pas encore trop mauvaise. Mais si on déroule les choses dans l'autre sens, qu'on prend le prisme du beau comté, on voit que ce qui est là touché par toutes les réformes possibles liées au temps de travail, etc., ou à la durée des vacances, etc., c'est toujours l'idée que la conscience qui là anime ce corps va se retrouver pénalisée dans son expérience par évidemment un corps qui n'a plus la pleine possession de ses moyens. S'il y avait la certitude de jouir, je veux dire, jusqu'à ce que l'expérience doive se terminer, d'un corps en parfaite santé, au sens où là, libre de toute information de dissonance, mais qui s'inquiéterait de l'allongement de 2, 3 ans ou 4 ans du temps de la vie professionnelle? Au contraire, et même chacun aspirait à enchaîner sur un autre secteur, sur une voie d'expression, mais là, effectivement, c'est vécu comme un fardeau qui dure 40 années, au bout duquel le corps est exténué, et puis voilà, on essaye de grappiller péniblement quelques années de plus pour vivre le moins mal possible. Bon. Alors, effectivement, il y a toute cette idée que le dernier temps de la vie est un temps qui nous conduit peut-être vers la dépendance, vers la diminution, vers une sorte de rétractation de l'expérience, et ainsi de suite. Ça, encore une fois, vous avez la possibilité de dire, est-ce que cette information qui est contenue dans le corps et qui m'est renvoyée par mes contemporains, est-ce que cette information me convient? Est-ce qu'elle est, quand je me convient, c'est pas est-ce que je regarde ailleurs, non. Est-ce qu'elle est conforme à la plus haute idée que je puisse avoir de la nature humaine et de ce qui est à sa source? C'est à vous de répondre là. C'est à vous de faire un choix. C'est à vous de créer ponctuellement, sporadiquement, à chaque nanoseconde, un micro-miracle en lâchant, en cessant d'adhérer à cette information lorsqu'elle vous remonte à la surface. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, vous rentrez en lutte contre quelque chose, en opposition contre des phénomènes. Simplement, vous
les observer, vous les laissez se manifester, mais en tant que témoin, pas en tant que victime. En tant que témoin, qui tient, ok, je suis témoin d'une information qui est là, qui remonte de mon corps, c'est l'heure du choix. J'ai le choix entre la valider, l'entretenir, dire ok, c'est réel, ou dire c'est ce que m'ont transmis mes aïeux, mais au fond de moi, une vérité me dit qu'il y a plus vaste que cela. Une vérité me dit qu'il y a une lumière qui est là disponible verticalement et qui est en capacité d'aller toucher le cœur de chacune de ces cellules pour la réinformer, non pas jusqu'à ce que mort s'ensuive, mais jusqu'à ce que résurrection s'ensuive. Ça veut dire que jusqu'à ce que ce corps soit tant et tant imprégné par cette information qui est issue du plus haut degré de ce que nous sommes, qu'elle permette à ce corps de sortir complètement de la règle dans laquelle il est apparu à sa naissance et qu'il devienne dans son entièreté, eh bien, l'exception. Chers amis, ce sera donc ma réponse à cette vaste question. Alors, il y a de fortes chances que nous puissions l'aborder sous d'autres angles de manière ultérieure, mais ce sera tout pour aujourd'hui. Merci infiniment à toutes et à tous et à très bientôt.